L'Amérique, évidemment. L'Amérique, disons, depuis ce qui est actuellement l'Arizona, au New Mexico, jusqu'à la Patagonie, sauf la partie de langue portugaise qui appartient à l'Empire brésilien. Et également, l'Espagne occupe, territoire espagnol sont aussi les îles de Porto Rico, Cuba et les Philippines. Donc tout ça, c'est l'Espagne. Et quand Napoléon Ier arrive en Espagne, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire qu'il déséquilibre l'Empire espagnol et l'Empire portugais. Bon, je vais évidemment me centrer sur l'Espagne. Et alors, ce déséquilibre, il se passe dans la péninsule, comme c'est en fait Napoléon pénètre dans la péninsule ibérique pour pouvoir appliquer son blocus de l'Angleterre. Les forces anglaises, évidemment, interviennent, mais en Espagne, si l'armée espagnole est pratiquement vaincue, est inexistante, il y a un phénomène très curieux qui apparaît, qui est le phénomène de la guérilla. Donc ça apparaît en Espagne, et il y a une personne qui nous intéresse, Karl Marx, qui fait une étude de la guérilla. Karl Marx a commencé par faire des articles très intéressants pour un journal américain. Donc il écrivait lorsqu'il était en Angleterre, entre 1850 et 1860. C'était, disons, des écrits économiques qui se faisaient payer. Il n'était pas encore à la bibliothèque British Museum pour préparer le Capital. Et donc, Karl Marx fait une étude très intéressante sur la guérilla. Il remarque que la guérilla espagnole est très efficace lorsqu'elle est séparée par province, lorsqu'elle est, disons, la guérilla existe sur son terrain, hein, c'est-à-dire dans un canton, dans une province. Mais à partir du moment où la guérilla a pris, disons, un objectif militaire, c'est-à-dire un milieu de guérilla pour essayer de former une armée, pour attaquer l'armée française, alors là, la guérilla était complètement vaincue. Et donc, il y a cette stratégie que Marx met en lumière. Les guérillas sont efficaces lorsqu'elles restent isolées. Et c'est intéressant parce que lorsque les différentes guérillas d'Amérique latine ont essayé de se réunir, ils sont tombés exactement dans le même travers. C'est-à-dire que si on lisait plus Marx du point de vue du travail clandestin, ce serait plus efficace. Donc c'est un premier intérêt, disons, de connaître le début du XIXe siècle. Et puis, dans tout le déséquilibre qui apparaît, on voit aussi la différence entre l'Espagne, la péninsule, et l'Espagne, par exemple l'Amérique. Voltaire et Rousseau ont été beaucoup lus, pas en Espagne, parce qu'il y a le poids de l'Inquisition. Alors l'Inquisition, on parle beaucoup de totalitarisme, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole devient nationale. Enfin, entre parenthèses, l'Inquisition, ça a été créé en France contre les albigeois. C'est une invention du catholicisme français, enfin, la chrétienté, puisqu'il n'y avait pas encore de protestants, donc tout le monde était chrétien. Et puis, l'idée est reprise dans la péninsule ibérique au XIVe siècle. Elle est d'abord régionale, et puis elle devient nationale en 1492, date importante, puisque c'est l'unification de l'Espagne. Les dernières possessions musulmanes, la plupart des historiens espagnols préfèrent dire des Espagnols de religion musulmane. On ne dit pas des Arabes. De toute façon, Gibraltar, c'est la déformation de Djebel Tarik, c'est-à-dire la montagne de Tarik, qui est un berbère. Hein, les troupes qui sont venues en Espagne, qui ont été excellentes du point de vue militaire, c'est des troupes berbères. Et ensuite, il y a eu une intelligentsia arabe qui venait de Syrie, entre parenthèses, de Bagdad, mais les musulmans étaient majoritairement des gens ibériques qui se sont convertis. Ne serait-ce que parce que quand on était converti, on payait moins d'impôts. Donc, tout intérêt. En plus,
à travers la langue arabe, il y avait un accès à une grande culture au niveau médical, au niveau de tout ce qui est agriculture. Donc c'était une culture supérieure. Et il y avait les mots arabes qui étaient même des chrétiens qui vivaient dans la partie de langue musulmane et qui parlaient, qui étaient, disons, chrétiens, mais dont la langue était l'arabe. Bon, ça c'était pour... Donc 1492, c'est important parce que l'Espagne est unifiée et l'Espagne n'a plus qu'une religion. Avant, il y avait, difficile à dire, enfin, une tolérance, une espèce de cohabitation entre alors toujours la vision espagnole actuelle, des Espagnols de religion juive, des Espagnols de religion musulmane et des Espagnols de religion chrétienne. À partir de 1492, tout est clair, on a l'Inquisition nationale et tous les traités qui avaient été signés, en espagnol ça s'appelle capitulación, c'est-à-dire qu'on reconnaissait aux musulmans de Grenade de pouvoir pratiquer leur religion, pouvoir pratiquer leurs coutumes, c'est-à-dire les bains obligatoires pour la religion, pour les femmes, pour les hommes, etc. Tout ça pratiquement au bout de quelques 10 années s'est aboli. Et à ce moment-là, on a l'Inquisition pour, disons, vérifier si les gens sont vraiment chrétiens. D'où l'idée des vieux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été chrétiens, et puis ceux qui ont peut-être une grand-mère qui était juive, ou peut-être une tante qui était musulmane, et qu'on appelle, surtout pour les juifs, conversos, des gens convertis, mais récemment convertis. Et donc, on a le totalitarisme qui va jusqu'à 1800, quand Napoléon intervient en Espagne, il y a toujours l'Inquisition 1808 qui surveille tout le monde. Mais en Amérique, les textes donc de Voltaire et Rousseau, eux, ils circulent énormément, si bien que dès qu'il y a le déséquilibre, que l'Espagne, disons, Madrid n'intervient plus à cause du fait que Napoléon occupe l'Espagne, toute une série d'intellectuels et de militaires qui ont lu Rousseau, Voltaire et qui sont aussi très influencés par la franc-maçonnerie, ils déclarent tous leur indépendance. C'est le fameux Bolivar, au nord, disons, de ce qui était l'Espagne, en Amérique. Au sud, on a plusieurs, disons, libertadores, on a San Martin, et tout ça, disons, coupe avec l'Espagne. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a certaines parties de la bourgeoisie qui se considèrent en danger et qui luttent contre les bolivariens, les libertadores qui viennent d'Argentine, pour conserver leur pouvoir. Donc ils se prétendent royalistes. Mais en fait, il y a vraiment une coupure qui devient définitive à partir de 1810. Et en Espagne, on a même apparition de la première constitution espagnole, à Cadix, où l'Inquisition est abolie. Donc on pourrait dire, ça y est, l'Espagne adopte les idées révolutionnaires, mais pas du tout. En 1815, c'est la fin de, disons, l'occupation et des influences françaises, retour de la monarchie des Bourbons, élimination de la Constitution, avec un épisode de l'histoire d'Espagne qui est très certainement complètement faux, comme de nombreux épisodes, et le peuple aurait accueilli le roi des Bourbons avec une expression qui est littéralement « vive les chaînes ». On veut revenir aux chaînes de l'Inquisition, « vivan la cadena ». Bon, prononciation andalouse. En 1815, on a une période, alors là l'histoire s'accélère énormément, on a toute une pression économique qui apparaît à partir de 1820, c'est-à-dire que l'Espagne a été, avec son totalitarisme d'Inquisition, n'a pratiquement pas bougé du point de vue économique. La propriété agricole est toujours aux mains de quelques familles et surtout les terres sont propriété du clergé. On a une évolution qui était un petit peu comme celle qu'il y a eu en 1789 et 1793. Les biens du clergé sont, disons, supprimés. En Espagne, ça se fait petit à petit.
avec un phénomène qui s'appelle littéralement le désamortissement, c'est-à-dire que les terres sont rachetées, évidemment par des gens qui ont de l'argent. Donc les paysans qui arrivaient à vivre, maintenant ne sont plus propriétaires de leurs terres, où ils ne peuvent acquérir qu'un bout de terre, et à ce moment-là, il y a énormément d'insurrections paysannes spontanées. C'est-à-dire que l'Espagne qui était, disons, pour parler comme aujourd'hui, le totalitarisme catholique était un pays calme, le totalitarisme, disons, est aboli. On a toute une série d'insurrections paysannes entre 1830 et 1935, insurrection ouvrière aussi. Il y a un petit capitalisme qui se développe évidemment des compagnies qui ne sont pas espagnoles, la Belgique avec la Royale Asturienne des Mines, la France avec Rio Tinto, l'Angleterre, pardon, je l'ai inversé, Rio Tinto c'est le capital anglais et la France c'est Peñarroya. Donc à ce moment-là on a une pression qui est à la fois sur les paysans avec les terres qui sont prises au clergé et à la noblesse, une partie des terres. On a une pression sur les ouvriers, et en même temps, il y a un gros problème politique au niveau de la monarchie, avec l'apparition, on a la famille des Bourbons, depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est un petit-fils de Louis XIV qui règne en Espagne, mais il y a un moment où il y a un problème, c'est une femme qui, selon la tradition, devrait être reine. Et à ce moment-là, savoir est-ce qu'on applique la loi salique ou pas. Est-ce que ça va être un homme, est-ce que ça va être une femme. Finalement, on applique la règle que ça doit être Isabelle qui est très jeune, et à ce moment-là, on a une guerre carliste, c'est-à-dire qu'on a un Bourbon qui prétend avoir le droit d'être roi en appliquant la salique, donc que des hommes sur le trône, donc c'est un carliste, et à ce moment-là, on a une guerre qui dure pratiquement de 1830 à 1860, si bien qu'on a énormément de problèmes politiques. Et puis, parallèlement, les problèmes économiques continuent. On a la première grève en 1854, 1855, la première grève générale. Et, ce qui est intéressant, en 1856, Karl Marx, toujours grand journaliste, fait une remarque, qui me semble intéressante. Évidemment, il faut tomber sur la bonne page. Et il dit qu'il y a énormément de changements en Espagne, et il est aussi impressionnant qu'inespéré que les changements économiques entraînent des changements sociaux. Donc il est aussi impressionnant qu'inespéré que cette leçon apparaisse même en Espagne. Donc ça, c'est le 8 mai 1856. Donc c'est intéressant à cause de la suite. Parce que la suite, c'est aux grands dames, au grand dommage des camarades marxistes, des camarades léninistes, ce n'est pas le parti socialiste, ce n'est pas le parti communiste qui s'est développé en Espagne. Alors, il faut trouver une explication, il faut trouver une justification. Donc, pourquoi ? Parce que le niveau économique de l'Espagne est tellement faible que le socialisme ne peut attirer que des gens avec une mentalité extrêmement primitive. Et donc, comme l'anarchisme, ça va très bien pour des gens qui sont primitifs. Donc, c'est pour ça que les idées marxistes et les idées du socialisme scientifique ne sont pas développées en Espagne. Mais cette citation de Marx m'intéresse, parce que Marx ne savait pas ce qui allait être employé par la suite. Donc en 1856, il voit en Espagne ça bouge. Bon, c'est des gens qui sont conscients, c'est des gens qui ont une capacité politique. Et en fait, ce problème entre l'économie qui serait en retard, ce qui, dans certains domaines, est vrai pour l'Espagne, n'entraîne pas forcément que les travailleurs soient en retard du point de vue mental. C'est la vision
que va transmettre Friedrich Engels avec l'accord de Marx. C'est ça, c'est entre parenthèses le côté de Marx qui est très antipathique, c'est que par moments il y a des analyses sur lesquelles tout le monde peut être d'accord, et à d'autres moments on sent une espèce de côté très puéril, très, disons, la personne qui est tellement capricieuse qu'elle veut avoir raison, même quand elle dit 2 et 2 font 5. Et chez Marx, après on peut en discuter, mais il y en a plein. 1868, on a un phénomène très important. Il y a un gouvernement un peu plus démocratique que précédemment, et il y avait des hommes politiques qui étaient, disons, qui représentaient une certaine volonté d'organisation de l'Espagne sans la monarchie, comme Castelar ou Pi et Margall. Alors, pour les noms, excusez-moi, je vais tâcher de les prononcer à la française, mais c'est pas mon habitude. Donc, Castelar, bon, il y a une rue Castelar à Paris, donc, pas de problème. Pi et Margall, bon, c'est un homme politique intéressant qui a traduit Proudhon, par exemple. Ce qui l'intéressait chez Proudhon, c'est le fédéralisme. Et il a essayé d'appliquer le fédéralisme en Espagne, avec un problème, c'est que quand il y a eu une insurrection spontanée, en 1874, qui est une insurrection sur toute la côte méditerranéenne, où les habitants voudraient des cantons, c'est-à-dire en fait des petits États qu'on pourrait fédérer. Et à ce moment-là, le chef de l'État, c'est Pi et Margall, qui s'oppose complètement contre cette idée qui pouvait être le fédéralisme que lui-même avait introduit en Espagne. Mais c'est très important parce que c'est une insurrection qui est spontanée. Dans cette insurrection spontanée, il y a différents épisodes où des travailleurs sont impliqués, et Friedrich Engels écrit une brochure qui fait partie, disons, des brochures que tout militant léniniste doit connaître, c'est-à-dire les bakouninistes en action, 1873. C'est écrit au moment même où ont eu lieu les événements, et la brochure insiste sur le côté arriéré de l'Espagne, ce qui explique pourquoi il y a des partisans de Bakounine en Espagne. Et la dernière ligne, la dernière phrase, c'est en gros, les bakouninistes nous ont montré comment ne pas faire de révolution. Alors, on voit que l'Espagne devient, non seulement c'est un symbole, disons, de la guérilla, non seulement c'est un symbole du totalitarisme catholique, mais l'Espagne devient maintenant un symbole de l'échec des idées de Bakounine. Alors pourquoi les idées de Bakounine? Parce que si en 1868 il y a eu un moment de relative démocratie en Espagne, la personne qui est venue représenter l'Association internationale des travailleurs, créée en 1864 à Londres, avec l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, ce qui a été rédigé par un certain nombre de personnes et signé par Karl Marx. La personne qui représente ces idées, c'est un ami de Bakounine et qui vient en Espagne, qui présente ses idées en 1868. Alors la présentation est assez cocasse, voire surréaliste. C'est que c'est une personne qui parle français et italien, ne parle pas espagnol. Mais avec les gestes, parce que c'était un député, il arrive à expliquer, et puis quand même, certaines analogies entre l'italien et l'espagnol, il arrive à expliquer les idées de l'international, les idées de la miseria, i padroni spantosi, les patrons horribles, épouvantables. Ça passe très bien, mais il fait une confusion. Il présente l'AIT, c'est-à-dire une organisation des travailleurs contre l'oppression capitaliste, très bien. Et en même temps, il présente les idées de Bakounine, c'est-à-dire il faut former une organisation secrète
pour lancer une insurrection contre les capitalistes. Ce qui n'est pas du tout dans l'Haïti. L'Haïti se présente en fait comme ce qui serait une lutte syndicale tout à fait officielle pour changer le régime social, mais pas du tout pour lancer des grèves insurrectionnelles. Ce que fait l'envoyé de Bakounine, qui s'appelle Fanelli, il mélange les deux. Mais ça ne fait rien, les Espagnols sont enchantés. Ceux qui sont d'ailleurs, qui accueillent ces Fanelli, c'est surtout des typographes. Alors c'est important, les typographes, entre parenthèses, parce que dans la classe ouvrière, c'est ceux qui composent les textes, et c'est ceux qui les lisent, et donc qui absorbent la culture. Et il y a deux typographes qui ont entendu Fanelli, et qui vont représenter les deux facettes du socialisme. Il y a Pablo Iglesias, rien à voir avec celui qui s'appelle Pablo Iglesias aujourd'hui, mais enfin, qui est un typographe, et qui va représenter le socialisme scientifique, et qui va créer le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE. Et puis, il y a un autre typographe, qui s'appelle Anselmo Lorenzo, qui, lui, va représenter les idées de Bakounine. Alors, c'est important parce que les idées de Bakounine, ce sont des idées, en fait, syndicalistes. Ce pas des idées anarchistes, dans le sens où Bakounine n'a jamais connu, ou s'il les a connus des textes de Stirner, c'est pas l'individu. Pour Bakounine, l'individualisme, c'est le capitalisme. Des gens qui recherchent l'intérêt pour leur propre bénéfice, c'est forcément une attitude individualiste, donc c'est forcément capitaliste. Pour Bakounine, il n'y a que la solidarité entre les hommes, que la liberté, la même liberté pour tous les hommes, qui représente, disons, ce qu'il appelle un socialisme sans tutelle. Il considère que toute tutelle sur des individus est le commencement d'une exploitation. Et il précise bien, en plus c'est une lettre qu'il envoie à Anselmo Lorenzo, donc le futur, on peut dire, organisateur des idées socialistes et libertaires en Espagne, toute tutelle, qu'elle vienne, disons, de personnes qui ont un pouvoir économique important ou de personnes qui prétendent être socialistes, toute tutelle est contraire à la liberté de l'individu. Et c'est pour ça qu'en Espagne, on a un mouvement qui est profondément prolétaire. Et on va avoir un développement dès, disons, 1880-1890, on a des familles qui adoptent les idées syndicales, libertaires, qui ont des enfants, et on peut les suivre génération par génération jusqu'à 1936. C'est-à-dire qu'en 1936, on a des jeunes militants, des gens qui ont 14, 16, 17, 18 ans, des hommes et des femmes, qui ont des parents et qui ont des grands-parents, qui ont déjà une militance de syndicalisme libertaire. Donc, c'est important pour voir comment le mouvement se crée, et ce qui explique que c'est un mouvement qui se reconstitue. Et donc, on peut dire en 1880, on a ce mouvement, et pour aller plus vite, on peut déjà essayer de faire une typologie, la différence entre ce qui va être les deux grandes différences avec la France, si on peut dire, ou les pays européens, c'est-à-dire en Espagne, on a toute une partie du prolétariat, c'est-à-dire les paysans, et puis de plus en plus d'ouvriers qui apparaissent, qui sont avec une tradition libertaire ou avec une tradition. Alors, un syndicat qui change souvent de nom, mais à partir de 1910, il s'appelle systématiquement, le nom reste, jusqu'à aujourd'hui, on pourra voir, Confédération nationale du travail, CNT, et en fait c'est des anarcho-syndicalistes. Les histoires d'amour libre, ou etc., ça ne les concerne pas du tout. C'est pas... Eux, ils voient le travail. Il y a une très grande étude qui a été faite sur les travailleurs anarcho-syndicalistes par un notaire
socialiste, franc-maçon et andalou, qui a étudié sa région, la région de Cordoue. Mais c'est une étude extrêmement en détail et qu'on peut appliquer à toute l'Espagne, voire dans certains cas généralisés pour l'Argentine ou quelques noyaux militants d'Amérique latine. Il dit, il écrit en 1923, mais son livre, à cause d'un coup d'État militaire et de la censure, n'est publié qu'en 1929 ou 30. Donc il dit, mais il y a ce qu'on appelle le militant conscient. Alors qu'est-ce que c'est que le militant conscient? C'est un militant qui écrit des articles, qui respecte sa femme, qui ne joue pas au jeu de hasard, qui ne boit pas d'alcool, qui lit en même temps des journaux d'Amérique latine. Il dit, entre parenthèses, les ouvriers, sous-entendu, les ouvriers andalous de la région de Cordoue, c'est les plus internationalistes parmi les intellectuels espagnols. Ils savent parfaitement les grèves qui ont lieu à Buenos Aires, qui ont lieu, etc., aussi bien que les grèves qui ont lieu à Barcelone. Bon, ça c'est pour montrer le côté, disons, des libertaires. Et puis parallèlement, on a quelque chose de tout à fait différent. Le Parti socialiste, donc ouvrier espagnol, s'est créé. Il a créé un syndicat très important, l'UGT, Union Générale des Travailleurs, qui est très développé. C'est-à-dire on a un syndicat du Parti socialiste, un syndicat qui se développe pour pouvoir gérer, disons, c'est un peu le système allemand. On a un parti socialiste allemand et un énorme syndicat qui dépend du Parti socialiste. Et en Espagne, c'est pareil. Et alors, là, il y a deux autres phénomènes qu'il faut connaître. C'est qu'on n'a pas, sur le papier, on a une opposition radicale entre, d'un côté, des gens qui sont anarcho-syndicalistes ou syndicalistes et libertaires, et puis d'autres qui seraient sous l'égide ou qui dépendraient du Parti socialiste. En fait, c'est beaucoup plus, disons, nuancé, parce que la géographie n'est pas la même. L'influence du syndicalisme, disons, libertaire est surtout en Catalogne, en Andalousie, très forte. Et les syndicalistes, disons, de l'UGT, donc socialistes, sont très forts dans toute la zone du Cantabrique, c'est-à-dire, pour simplifier, du Pays Basque jusqu'aux Asturies, les Asturies compris, et puis dans le centre de l'Espagne, Madrid, et puis on pourrait dire que entre la Catalogne et l'Andalousie, la côte est un peu divisée entre socialistes, enfin militants syndicalistes socialistes et militants syndicalistes, anarcho-syndicalistes. Mais, en fait, aux Asturies, où il y a une grosse majorité socialiste, les militants anarcho-syndicalistes sont très influencés par les socialistes. Ils considèrent que c'est des gens qui sont très sérieux, qui ont une analyse de la société qui est très intéressante. Et en Andalousie et en Aragon, les militants de l'UGT, les militants socialistes, sont très intéressés, très influencés par l'action directe. Quand il y a une grève, on va jusqu'au bout. Quand il y a un patron, vraiment, on lui interdit pratiquement de bouger tant que les revendications n'ont pas été satisfaites. Et aussi, quand, par exemple, à Madrid, dans le bâtiment, tout est à l'UGT, tout est socialiste, les militants qui sont anarcho-syndicalistes appartiennent à l'UGT, sans problème. Tant qu'ils n'ont pas pu créer un mouvement syndical à eux. Par exemple, il y a un anarchiste qui est un anarcho-syndicaliste très connu, Durruti. Son père était à l'UGT et il a commencé à travailler dans la métallurgie dans la province de Léon, en Castille, où l'UGT était majoritaire. Il était à l'UGT. Il ne posait pas de problème. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut connaître, c'est que du point de vue toujours léniniste, il est évident que les anarchistes ayant une mentalité arriérée ne peuvent être que dans des métiers arriérés, c'est-à-dire dans l'agriculture, ou alors être des artisans, donc des petits bourgeois. Et donc les métallurgistes, les mineurs, sont forcément des gens qui ont une certaine culture, ils sont tous, évidemment, socialistes. En fait, en Espagne, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'expérience espagnole, et je pense que c'est partout pareil, le mouvement qui se développe, c'est le premier qui s'est organisé sur place.
C'est-à-dire que dans la métallurgie en Catalogne, c'était les anarcho-syndicalistes. Tous les métallurgistes étaient à la CNT, étaient anarcho-syndicalistes. Dans le Pays Basque, aux Asturies, les premiers métallurgistes qui sont organisés étaient socialistes. Et la majorité des métallos étaient à l'UGT. Pareil pour les mineurs. Les mineurs aux Asturies, majorité socialiste. Les mineurs en Catalogne, majorité anarcho-syndicaliste, parce que c'était comme ça. Donc, il faut se méfier des idées toutes faites et des idées qu'on a qui sont accrochées à des concepts marxistes, parce que l'histoire d'Espagne nous montre le contraire. Et en discutant avec des camarades argentins, il s'est passé exactement la même chose en Argentine. C'est-à-dire que là où les premiers à s'organiser étaient les militants socialistes, le secteur professionnel qui correspond est socialiste. Si c'était des militants anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire la FORA, Fédération ouvrière de la région argentine, ils sont... alors, les Argentins sont très complexes, ça c'est une parenthèse, donc ils ne se considèrent pas anarcho-syndicalistes, ils se considèrent anarchistes ouvriers, et donc, pour prendre leur terminologie, qui à mon avis est complètement fausse, les camarades qui sont donc dans un secteur organisé par les anarchistes ouvriers sont évidemment anarchistes ouvriers. Donc, c'est pour vous montrer que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qui apparaît sous la plume de certains historiens. Entre parenthèses, moi je mets les cartes sur table. Il y a beaucoup d'historiens, notamment pour l'Espagne, qui étudient l'Espagne. J'ai entendu, l'Espagne est un pays atypique, peu compréhensible. Pour moi, l'Espagne est un pays exactement comme la France. Et ce que je vois de particulier en Espagne, c'est qu'il y a des problèmes beaucoup plus... qui se présentent avec beaucoup plus, disons, de violence. Comme on va le voir. Pourquoi ça se présente avec plus de violence? Parce qu'en France, on a eu 1789, on a eu ensuite 1830, 1848, et puis la Commune. Alors là, la Commune, comme décapitation du mouvement ouvrier, là, c'est extraordinaire. Tandis qu'en Espagne, en gros, on n'a rien, et puis subitement, on a 36, et 36, c'est à la fois 1830, 1848 et 1871. C'est vraiment la décapitation totale. Donc on a à peu près la même évolution, mais avec des moments beaucoup plus tendus. Hein, et disons des expressions semblables à celles des autres pays, mais avec plus en profondeur. En 1800, pardon, on est en plein du 19e siècle, 20e siècle, pardon, et on a, pour aller très vite, on arrive, disons qu'entre 1900 et 1930, il y a, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il y a, disons, deux événements qui sont importants, c'est 1909 et 1923. En 1909, on a une guerre qui a lieu au Maroc. L'armée espagnole essaye d'occuper une partie que lui ont laissé, disons, les colonialistes français et allemands qui étaient en train de pénétrer au Maghreb. L'armée espagnole a bien du mal, bien qu'elle eût dû connaître les problèmes de la guérilla, mais devant Abdelkader, les généraux espagnols sont incapables d'appliquer ce qu'avaient fait leurs ancêtres contre l'armée française, c'est-à-dire comprendre que la guérilla des Maghrébins fonctionnait par petits groupes, c'est-à-dire que du point de vue militaire, il fallait isoler, s'attaquer aux groupes petit à petit. L'armée espagnole se laisse enfermer dans une sorte de ravin, exactement comme avec l'armée française du général Dupont. Au bout d'une dizaine de jours, il n'y a plus d'eau, ils sont attaqués, ils sont dominés d'en haut, ils sont obligés de se rendre. Donc l'armée espagnole subit est très très mal placée, il y a beaucoup d'échecs, et les futurs conscrits, en 1909, les futurs conscrits à Barcelone refusent d'embarquer, et il y a une semaine
disons, de guerre civile à Barcelone. C'est curieux parce que ça commence le 18 juillet. 18 juillet 1909, et la guerre civile, disons, lancée par les militaires, ça sera le 18 juillet 36. En réalité, le 17 et 18. On verra après. Donc, le 18 juillet, on a ce phénomène à Barcelone, 1909, et on a une répression, parce que c'est un phénomène de barricade. En gros, ce sont des barricades un petit peu comme il y a pu y avoir en 1830. Mais l'armée espagnole intervient avec l'artillerie. C'est-à-dire qu'on tire contre des gens qui ont uniquement quelques armes et on les écrase avec l'artillerie en expliquant que, en plus, ça c'est le phénomène espagnol, si les guérillas entre 1808 et 1815 étaient parfois conduites par des curés, on luttait contre les antéchrists. Déjà en 1830, 1860, il y a eu énormément d'épidémies. Et à chaque fois qu'il y avait une épidémie, les paysans comprenaient que le choléra, c'était forcément les curés qui avaient placé le choléra. Ils allaient brûler quelques monastères pour être sûr que le choléra allait disparaître. C'est-à-dire qu'on a un anticléricalisme espagnol qui est purement spontané. Et en juillet 1909, on a de nombreux couvents qui sont attaqués dans Barcelone, parce que la rumeur dit que dans les couvents, surtout les couvents de nonnes, il y a des nonnes, des femmes enceintes qui ont été exécutées, puisque une religieuse enceinte, évidemment, ce n'est pas tout à fait conforme au canon de l'Église. Et donc, il y a des sacrilèges qui sont commis. Et évidemment, l'artillerie est tout à fait logique. Il faut éliminer des gens qui sont blasphémateurs. Et il faut trouver un coupable. Et alors, le coupable qu'on a trouvé, c'est un pédagogue qui pratiquait, lui, un anarchisme qui venait directement de France, c'est-à-dire influence de pédagogues français. Lui, il s'appelle Francisco Ferrer Guardia. Il n'était pas sur place, mais on le considère, enfin, l'Église et l'armée le considèrent comme coupable, disons, moralement ou tactiquement coupable. Il est arrêté en septembre. Des témoins sont réunis, mais c'est des témoins qui n'amènent rien du point de vue pratique. Il y a un jugement qui est, disons, instruit par la juridiction militaire. Le procès, je crois, commence le 10 octobre. Le 12 octobre, il est condamné à mort, et le 13 octobre, il est exécuté. Et il y a toute une... À ce moment-là, comme il était franc-maçon, il y a toute une campagne qui avait été lancée et qui continuera à être... les protestations vont continuer pendant plusieurs années. Et dans les familles franc-maçonnes belges et françaises, il y avait très souvent, même jusque dans les années 60, des cartes postales représentant Ferrer. Il y avait un monument Ferrer à Bruxelles que les nazis ont détruit en 1939, enfin ils sont passés en 1940, et qui a été reconstruit. Mais c'est pour dire que cet événement a été très important, et ce qui a été aussi très important, c'est la campagne d'infamie lancée par la presse catholique, qui est vraiment une campagne qui ressemble beaucoup au procès de Moscou. C'est-à-dire ça, c'est le côté moderniste de l'Espagne. Il y a vraiment un côté totalitaire très très en avance, et puis cette justice militaire qui condamne et exécute en quelques jours un coupable inventé, c'est aussi très très moderne, je trouve. Donc l'Espagne présente des aspects absolument extraordinaires. Et puis on a un coup d'État en 1923 qui est lancé, alors par une personne qui en soi n'a absolument aucun intérêt, mais c'est le père du créateur du fascisme espagnol, donc il faut connaître
on va voir son fils, mais disons le père, qui s'appelle Miguel Primo de Rivera, donc Miguel Primo de Rivera, il lance un coup d'État en septembre 23. Alors, ça c'est le côté, je ne fais pas commentaire, il dit, bon voilà, je lance un coup d'État parce qu'il faut rétablir l'ordre, et tous ceux qui sont vraiment mal vont suivre ce coup d'État. Mal dans le sens de macho. Hein. Et c'est quelqu'un qui, bon, n'a aucun intérêt, sauf erreur, il est mort à côté de la Sorbonne dans un bordel, 1927 ou 28. Bon, c'est ça, côté drôle de la chose, enfin de la personne. Et sinon, son fils, José Antonio Primo de Rivera, il y a eu aussi une fille, dont je n'ai jamais su le prénom, mais enfin bref, qui aidait beaucoup son frère. Lui, c'est quelqu'un de, on peut dire, brillant, élevé en Angleterre et en Espagne, et qui était très très grand admirateur de Mussolini, et qui applique les idées de Mussolini en 1933. Donc il choisit le moment où Hitler prend le pouvoir, mais en fait son symbole organisationnel, c'est Mussolini. Et il va avoir un certain poids. Et donc on a 1930, exactement 1931, le 14 avril 1931, on a des élections. Alors, 14 avril 1931, c'est important parce qu'on est déjà, avec la crise mondiale de 1929, on a déjà un certain poids, une pression économique qui touche l'Espagne, le chômage est de plus en plus important. Il y a eu un régime, le régime de Primo de Rivera, c'est-à-dire c'était une dictature militaire, genre ce qui apparaissait en Italie comme étant le fascisme, mais quelque chose de relativement calme, avec notamment, pour vous dire, c'était relativement calme, c'est que le représentant de l'UGT, du syndicat donc dépendant du Parti socialiste, quelqu'un de très important, Francisco Largo Caballero, va être représentant dans le gouvernement militaire de Primo de Rivera. Il va être l'équivalent du ministre du Travail. Évidemment, il va favoriser le syndicat UGT pendant la dictature militaire. Donc ça correspond aussi à ce qui se passait en Italie, c'est-à-dire que Mussolini a mis un certain temps avant d'appliquer un régime extrêmement strict. Hein. Disons, Mussolini très strict avec liquidation de certains députés comme Matteotti, député socialiste, c'est pas en 1922, c'est plutôt 25, 26, 27. Le coup d'État en Espagne, il était en 23, donc les idées fascistes, alors fasciste c'est clair, hein, il fascio, c'est un groupe. D'ailleurs, en italien, avant Mussolini, tout le monde disait un fascio operaro, c'est-à-dire un groupe ouvrier. Avec l'idée de Mussolini, on fait le fascisme, la théorie des groupes, et il y a un groupe supérieur, c'est-à-dire c'est un triangle. Et le groupe supérieur, c'est les chefs, avec il Duce, le conducteur. À ce moment-là, le mot fascio, groupe, a disparu du vocabulaire, puisqu'il est intégré dans la vision d'extrême droite. On ne peut plus parler d'un groupe ouvrier comme on parlait avant. Et donc, la vision totalitaire, avec un sommet et puis une base, et avec le jeu qu'on est tous dans le même pays, et que c'est le chef qui commande, et que s'il y a une lutte de classe, c'est forcément une lutte entre patriotes. C'est-à-dire c'est déjà une guerre civile. Donc le concept de lutte de classe est un concept antipatriotique, hein, puisque nous sommes tous unis, et c'est là, c'est exactement ce que Franco va récupérer, d'abord par José Antonio, fils de Primo de Rivera, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans cette vision de l'organisation de la patrie, il y a des gens qui sont élus, qui sont d'ailleurs les représentants des familles,
évidemment, comme les représentants des familles sont des hommes, pratiquement les femmes ne sont pas présentes. Et il y a évidemment des gens qui ont droit, de par leur importance sociale, à participer à la vie de la nation. C'est-à-dire, par exemple, les grands propriétaires de mines, grands propriétaires d'usines métallurgiques, donc représentants de Fiat, et aussi représentants de la compagnie du gaz, électricité. Ce sont des personnes qui sont des engrenages indispensables à l'État, donc ils participent à la vie du Parlement. Et ça, c'est récupéré dans le système espagnol, avec également des gens qui représentent le pays au Parlement de façon à vie, hein, c'est-à-dire vitalicio en vocabulaire italo-espagnol. Ils sont représentants à vie dans le Parlement, l'organisation du pays. Donc, c'est pour vous donner déjà ce que va être l'Espagne franquiste. Et 1931, on a... Alors, j'ai une interprétation différente à celle de mes collègues espagnols ou hispanistes. C'est que 14 avril 1931, il y a des élections municipales qui donnent en fait une majorité très très forte au parti qui prônait la République, et le roi d'Espagne abdique. Alors c'est complètement contradictoire, parce qu'en décembre 1930, il y a eu une tentative de deux capitaines, sauf erreur, au nord de l'Espagne, pour créer un coup d'État républicain. Les deux capitaines sont arrêtés et ils sont fusillés directement sur place. Et ça, c'est le roi qui a ordonné, par l'intermédiaire du ministère de la Guerre. Donc, on est 4 mois plus tard, à peine, et là, il abdique. Alors, pour moi, c'est évident, c'est un jeu politique. Le roi sent qu'il est de plus en plus impopulaire. Il y a la pression internationale, la crise mondiale. Donc, c'est le jeu habituel de la droite. On laisse le pouvoir à la gauche, qui se débrouille, et quand ça sera la catastrophe, le peuple lui-même viendra me réclamer. C'est la vision habituelle. Les individus isolés sont capables de réagir. Les individus en masse ont besoin d'un chef. Donc c'est la vision actuelle de la psychologie sociale. C'est comme ça qu'on l'enseigne. C'est-à-dire que les gens sont comme des animaux. C'est une sorte de horde. Quand il y a des loups, quand il y a des fauves, il y a toujours un fauve qui est plus fort que les autres et qui domine. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un chef. Alors, dans certains cas, c'est le camarade de Lénine, le camarade de Staline, qui ont la même idéologie. Je ne fais pas de différence entre Staline et Lénine. Au point de vue historique, j'ai des faits. Et puis, sinon, on a des gens qui peuvent être antipathiques comme Bush ou très sympathiques comme Obama, en apparence, bien sûr. Mais on a besoin d'un chef. Bon. Alors, le roi abdique, donc c'est déjà très, très, très louche. Et puis, à ce moment-là, arrivent les républicains. Et alors, ils votent une constitution très rapidement parce qu'après, ils vont être pratiquement tout le contraire de la rapidité. Il y a une constitution en 1931, donc quelques mois après la déclaration de la Seconde République espagnole, et le premier article de la constitution, c'est « L'Espagne est une république démocratique de travailleurs ». Alors là, on a une magnifique mauvaise lecture de la constitution. La plupart des camarades syndiqués de l'UGT, donc Parti Socialiste, des camarades syndiqués de la CNT, donc anarcho-syndicalistes, comprennent l'Espagne est une république des travailleurs. Alors que c'est bien dit, l'Espagne est une république démocratique. À la limite, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec M. François Hollande. L'Espagne, la France est une république démocratique de travailleurs. Donc, on a un quiproquo énorme. Il commence à y avoir des occupations de terre en Extrémadure. Et alors là, l'Espagne a
disons, l'équivalent de la gendarmerie, qui s'appelle la garde civile, qui est même appelée dans le langage courant la benemerita, celle qui est bien méritante. Et disons, c'est toujours été le corps répressif de la monarchie, et la garde civile intervient, et commet énormément disons, je me limite aux faits, mais enfin, réprime des manifestations pacifiques de travailleurs accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, et dans des endroits où il n'y a absolument aucune combativité ouvrière. C'est-à-dire qu'on a des manifestations qui sont purement sur des revendications locales. Alors, région, par exemple, la région de Logroño, c'est une partie entre la Navarre et l'Aragon. En général, ça ne bouge pas beaucoup. On a d'autres manifestations en Extrémadure. Ça veut dire extrêmement dur. La province est extrêmement dure. Et là, la garde civile intervient, tire contre des civils. Et à certains endroits, les gens sont tellement énervés que je crois que c'est... là, le nom m'échappe, mais la population, c'était des... Bon, les fusils des gardes civiles étaient quand même des fusils 4 ou 6 coups, mais enfin, une fois qu'ils avaient tiré 6 coups, il fallait qu'ils rechargent. Et il y a 4 gardes civils qui avaient tiré sur la population, qui sont attaqués par des gens qui n'ont rien dans les... Ils n'ont que leurs bras, leurs mains nues, et les gardes civils sont carrément déchiquetés, hein, étant donné que les gens sont complètement effarés par leur violence. Donc c'est ça le climat social, et dans ce climat social, qui est déjà la misère, par exemple en 1933, il y a des manifestations, il y a une photo de manifestation, nous voulons du pain et du travail. Ça c'est en Andalousie, hein, parce que la misère est surtout forte, un peu comme maintenant, en Andalousie et en Extrémadure. Et donc, on a un climat extrêmement fort, et par exemple, l'UGT, syndicat socialiste, comme il est très fort en Castille, en quelques mois, il passe de 200 000 adhérents à 1 200 000 adhérents. Il y a 1 million de paysans qui ont adhéré à l'UGT pour qu'il y ait un changement social, hein, entre 31 et 32. C'est un historien américain qui a fait des recherches, s'appelle Malefakis, et donc c'est absolument extraordinaire. Du côté anarcho-syndicaliste, il y a un plénum, un congrès qui est fait, il y a 800 000 adhérents, et il y a l'histoire d'Espagne est faite, enfin les chercheurs qui travaillent sur l'Espagne ou sur la littérature sont très souvent des étrangers. Et il y a un Anglais qui s'appelle Paul Preston qui a fait des recherches sur... après je vous expliquerai ce que c'est. Mais enfin, il a trouvé, pour un petit village de Castille, mais qui est dans le sud, c'est-à-dire pas loin de l'Andalousie où la misère est très forte, il a trouvé des documents qui avaient été saisis par l'armée franquiste, documents de salariés agricoles. Un petit village. Et alors, il s'est aperçu que plusieurs ouvriers avaient, la même personne, avec des revenus extrêmement faibles, hein, avait la carte du Parti communiste, la carte du Parti socialiste, avait la carte de membre du syndicat socialiste UGT, la carte de membre du syndicat anarcho-syndicaliste CNT. Et il y avait plusieurs personnes dans ce cas-là. Et évidemment, l'interprétation, lui, il fait une interprétation à sa façon. Mais l'interprétation que je fais, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient une telle soif de changement social qu'ils adhéraient à plusieurs organisations différentes en se disant sur les 5 ou 6 organisations, il y en aura au moins une qui va faire un changement social. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une pression évidente pour tout le monde, mais qui n'était pas évidente pour le gouvernement républicain. Le gouvernement républicain était formé de ce qu'on appelait avant ici, ce qui existait avant en Europe, les radicaux, c'est-à-dire des personnes qu'on pourrait qualifier de centre-gauche,
Ça a disparu, il me semble, du panorama politique. Daladier, comme il y a pu y avoir. Et puis, le Parti socialiste. Et au lieu d'avoir lancé, comme ils ont lancé, une constitution extraordinaire, qui prévoyait même le vote des femmes. Hein. Wow. C'est pratiquement... oui, oui, 1931. Et c'est une petite anecdote, il y avait 2 féministes, 2 avocates, qui étaient pratiquement parmi les premières avocates en Espagne, toutes les 2 de gauche. Et il y en avait une qui disait, celle qui était radicale, qui était moins à gauche que l'autre, qui s'appelle Ocampo, et qui disait il faut donner le droit de vote aux femmes parce que c'est la façon de leur donner une assise dans la société, une assise politique. Et puis, celle qui était socialiste, Victoria Kent, elle disait ah, non, non, c'est pas possible, on ne peut pas donner le droit de vote aux femmes, elles ne sont pas encore formées, elles vont toutes voter à droite. Et c'est passé. Le droit de vote a été adopté. Avant la France. Bien avant, oui, oui. Donc là, les républicains espagnols étaient en avance, ils ont été très, très rapides, et puis là où ça bougeait, là où le problème, l'agriculture, le problème des paysans était très fort, là ils n'ont pas bougé. Il y a même eu, alors, ça c'est le mauvais côté des choses. Ça bougeait, alors côté, disons, anarcho-syndicaliste, ça bouge, donc on lance des insurrections. Mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc ils ont lancé des insurrections stupides, puisque l'insurrection était lancée comme étant sur le plan national, mais en fait elle était localisée dans une région. Donc la police, alors les républicains ont eu l'intelligence d'inventer, en plus de la garde civile, d'inventer les gardes d'assaut. Alors, il y a eu une région, enfin un village qui s'appelle Casas Viejas, en Andalousie. Et là, il y a une insurrection qui a été lancée. Les gens du village étaient persuadés que c'était national. Donc, ils ont commencé à distribuer la nourriture. C'était le 11 janvier 1933. Donc, ils distribuaient la nourriture parce que c'était une nécessité dans le village. Et en pensant que les autres villages d'à côté étaient également... ce qu'ils appelaient le communisme libertaire, c'est-à-dire on instaure le communisme, mais on dit libertaire pour ne pas être assimilé au Parti communiste, dont je vais vous parler par ricochet tout de suite. Et donc, mais à ce moment-là, la garde civile arrive, la garde civile s'aperçoit qu'il y a 2 gardes civils qui ont été tués, donc évidemment ils ne sont pas satisfaits. Il y a une espèce de masure où il y a plusieurs personnes qui sont réfugiées. Les personnes ne veulent pas se rendre, donc on lance, un petit peu comme avec les Indiens, comme le toit est fait de chaume, donc on lance des espèces de torches enflammées. Donc le toit s'enflamme, les gens qui sont dans la masure sont brûlés vifs, sauf 2 personnes qui arrivent à s'échapper. Et puis les gardes qui essayaient d'attaquer, il y avait déjà 2 gardes civils qui avaient été tués, mais il y a aussi un garde d'assaut qui a été tué en essayant de prendre la masure. Donc et à ce moment-là, le capitaine, qui dirigeait à la fois les gardes civils et les gardes d'assaut, déclare, bon, il faut faire un exemple. Donc il prend des syndicalistes, ils étaient tous anarcho-syndicalistes dans le village, il y avait 300 syndiqués chez un village de 1500 habitants à l'époque. Donc il récupère 12 personnes, et ils sont placés devant la masure et ils sont abattus directement. Et à ce moment-là, il y a des journalistes qui arrivent, donc énorme scandale. Alors scandale qui est utilisé politiquement à 2 niveaux. La droite dit, vous voyez ce que fait la République, ils assassinent leurs propres concitoyens, ils assassinent les ouvriers. Nous, on n'a jamais fait ça. Là, la droite intelligente, si on peut dire. Et puis les syndicalistes disant, ben voilà, les socialistes en réalité se conduisent comme la droite, donc c'est des gens c'est des traîtres de la classe ouvrière. Donc c'est énorme comme scandale, mais c'est pour donner une idée du climat. Et puis, oui. On a une autre insurrection, oui, mais ça va être très bien, là ça va être très bien. Une autre insurrection qui est en 1934,
aux Asturies, et si c'est en 1934 aux Asturies, c'est forcément une insurrection socialiste. Alors, elle est aussi mal organisée que celle des anarcho-syndicalistes, parce que le Parti socialiste est divisé, donc il y a plusieurs leaders. Le leader qui organise l'insurrection des Asturies, c'est celui qui était ministre du Travail dans un régime dictatorial, Francisco Largo Caballero. Et par contre, on a un mouvement qui dure 15 jours, avec prise d'une usine d'armement, fabrication de balles, pour l'acquisition de canons, lutte contre l'armée, envoyée par le gouvernement républicain, mais qui est de droite. Et ce qu'on a, c'est des tentatives d'organisation sociale qui sont lancées par le Parti socialiste, les syndicats socialistes, également le Parti communiste et également par les anarcho-syndicalistes. Donc on a un mouvement qui est organisé à la base, qui n'était absolument pas prévu, qu'aucune organisation politique n'a lancé, et qui est le prélude de ce qui va se passer pendant la guerre civile. Avec également l'armée qui intervient, et qui intervient avec ses forces à elle, les forces, disons, les plus aguerries, c'est-à-dire les troupes coloniales, les troupes marocaines. Et c'est le schéma qu'on va retrouver en juillet 1936. En juillet 1936, en fait, il y a des élections, février. Ces élections sont gagnées par apparemment les républicains, mais en fait, c'est le scrutin, c'est l'organisation du scrutin qui fait que, avec une différence de 2 ou 3% au niveau des voix, le nombre de députés républicains est pratiquement de 30% supérieur à celui des députés de droite. Donc on a apparemment une victoire du Front populaire, mais c'est une victoire, je ne dis pas à la Pérus, mais presque, puisque déjà, ce qui était posé en février 1936, c'était ces élections, en fait, quel que soit le résultat, le problème c'est ou révolution sociale ou fascisme. C'est ça le dilemme de l'Espagne. Et les fascistes espagnols vont appliquer exactement cela. Ils prennent le pouvoir, ils lancent la prise de pouvoir le 17 juillet dans l'archipel des Canaries et dans la zone marocaine, le protectorat espagnol au Maroc, et le 18 juillet dans la péninsule. Et à ce moment-là, on a une division de l'Espagne en deux. On a en gros la partie qui touche le Portugal, c'est-à-dire la Galice, une partie de l'Extrémadure, de l'Andalousie, qui est gagnée, si on peut dire, par les militaires. Et les militaires sont peu capables de garder l'avantage à Madrid, à Barcelone et à Valence. Et à ce moment-là, on a un mouvement extrêmement curieux. La République, qui avait le pouvoir, qui était au courant de possibilités de coup d'État militaire, qui avait le pouvoir théoriquement sur l'armée, qui avait la garde civile, qui avait la garde d'assaut, la République est incapable de présenter une opposition sérieuse. La plupart des gouverneurs, c'est-à-dire l'équivalent des préfets, sont fusillés. Donc, qui est-ce qui, en fait, a l'avantage sur les militaires? Ce sont les syndicalistes. Les syndicalistes socialistes, les syndicalistes anarcho-syndicalistes, ou des membres de partis politiques qui, en général, sont la gauche. Et là, on a un phénomène complètement absurde, si on peut dire, c'est que on a une partie de l'Espagne qui est organisée par des volontaires, la lutte est organisée par des milices ouvrières ou des milices politiques qui vont attaquer l'armée. Pendant le mois d'août, il y a toute une illusion. Le mois d'août 1936, on a été capable de vaincre les militaires en quelques jours, entre le 18 et 19 juillet. Donc en quelques semaines, on va balayer les militaires et l'Espagne va devenir une république socialiste. En fait, l'aviation italienne et l'aviation allemande font passer les troupes marocaines de Tanger à Algeciras, à Algeciras, et disons tout change. Mais en même temps,
comme c'est des ouvriers, comme c'est des syndicalistes qui ont vaincu les militaires, il y a une tendance progressive des ouvriers à occuper leur lieu de travail et à les, disons, mettre en valeur à leur façon. Alors, leur façon, c'est très important. Il y a création spontanée d'une industrie de guerre en Catalogne. En Catalogne, il n'y a jamais eu d'usine de guerre. Les usines de guerre étaient aux Asturies ou en Andalousie à côté de chantiers navals militaires. Donc il y a une transformation d'usines d'automobiles ou de camions pour faire des embryons de tanks ou des embryons de véhicules chenillés. Il y a par exemple des ateliers où on faisait du bâton de rouge à lèvres. Ils font des cartouches. Donc il y a une transformation disons, de l'industrie normale en industrie de guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à la base, spontanément. Les gens se disent, maintenant, il faut lutter. Il y a unification. Il y avait 3 compagnies de chemin de fer à Barcelone, en Catalogne. Elles sont réunies. Il y avait aussi 2 compagnies de tramway. Elles sont réunies, ce qui suppose que les travailleurs sont capables, et ça s'est fait en quelques jours, d'unifier les horaires pour les voyageurs, et unifier également les équipes qui vont travailler, unifier le matériel, parce que ce n'est pas le même travail, le même matériel, les mêmes locomotives qui sont utilisées pour le chemin de fer, pour les tramways. Donc une capacité très grande, et c'est fait aussi bien par les syndicalistes socialistes que les syndicalistes anarcho-syndicalistes. Et troisième chose importante, enfin la première c'est l'industrie de guerre, très important. Aussitôt, dans la plupart des cas, il y avait énormément d'ateliers qui étaient dans des endroits impossibles, avec très peu de fenêtres, mauvaise hygiène, mauvaise aération. Ces lieux sont abandonnés, les machines sont déplacées pour que les personnes puissent travailler dans des endroits adaptés. Et ça, c'était prévu absolument par personne. Et puis, application absolument spontanée, retraite, exactement comme en France, 60 ans pour les hommes et les femmes, immédiate. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, d'ici 3 ans, lorsque les conditions économiques seront réunies, les hommes pourront prendre leur retraite et les femmes, etc. Non, non, c'est immédiat. C'est-à-dire que c'est l'idée socialiste qui est adoptée. Ce n'est pas une vision et on va amasser d'abord un certain capital et puis ensuite on va lancer. Deuxième chose, on a vu, c'était améliorer les conditions sur place. Et troisième élément, spontané, qui était prévu par personne, aussi bien socialiste qu'anarcho-syndicaliste, c'est l'accès à la culture. Il y a énormément d'analphabètes au niveau de la lecture, mais pas au niveau de la prise de conscience politique. Et donc c'est ça, en Espagne, sur le moment, on l'appelait collectivisation. Moi, j'ai pris le mot qui était à la mode, si on peut dire, mais que je considère très bien, autogestion, c'est-à-dire on s'organise soi-même et en collectif. Et ce qui est intéressant, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que je suis tombé sur des archives de la même rue à Barcelone. Donc on a création de tel endroit, tel jour. Alors, 3 lignes. L'atelier Intel situé au 25 Calle des Cortes est réquisitionné. Et ensuite, il y a 3 coups de tampon, UGT, CNT, par exemple, un parti catalan. Quelques signatures, et après, des empreintes digitales. À l'époque, les papiers en Espagne, c'était beaucoup plus rectangulaire, c'est-à-dire c'était du 35-21 en gros. Et on voit toute une série de huellas dactilares, d'empreintes digitales. Mais les gens étaient absolument conscients politiquement, ça ne posait pas de problème. Donc c'est ça qui est important en Espagne. Il y a eu 2 millions de travailleurs qui se sont organisés de cette façon. Et si, par exemple, il y avait des ateliers dans la même rue qui étaient réquisitionnés, collectivisés, autogérés, par exemple le 28 juillet 36, après dans la même rue, il y en avait le 15 août ou le 18 août. Et après, par exemple, le 5 septembre.
Parce que c'est comme dans la vie. On regarde, tiens, celui-là, il utilise tel système dans sa cuisine. Ah, ben, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais faire comme lui. Mais c'était pas du tout comme il y a pu y avoir avec la Russie, enfin, l'URSS. Hop, le parti lance la collectivisation des terres. Et tout le monde fait la même chose au même moment. Et ceux qui ne veulent pas l'appliquer, on leur fait comprendre qu'ils se trompent politiquement, ils dévient. Là, ça s'est fait petit à petit. Même, par exemple, en Castille, ça s'est fait à partir de fin 1937. Donc, c'est absolument important. Et je vais finir par ça. Alors, évidemment, il y a plein de points qui n'ont pas été abordés. Le Parti communiste, le POUM, et maintenant, vous pouvez poser toutes les questions possibles, imaginables. Et excusez-moi d'avoir été trop long.